Donc, je me présente, je suis mademoiselle Alice Akelova et je travaille en tant que coordinatrice des académies ainsi que des activités envers la communauté francophone au sein de l'Université de Oslo. Donc, c'est un plaisir de vous avoir tous avec nous. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est que je viens de partager dans la fenêtre de discussion sur votre écran qui se situe normalement donc en bas à droite, le lien vers la communauté de pratique. Donc, j'espère que vous êtes tous membres de la communauté de pratique DHIS2. Toute question pendant cette session relative aux différentes présentations sera à poser sur ce lien, du moins sur le fil de discussion. Donc, si vous n'avez pas encore votre compte sur la communauté de pratique, je vous invite grandement à y aller de ce pas et à créer votre compte. Donc, je reposte le lien pour nos camarades qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà. Ensuite, je voudrais vous demander une petite faveur. Est-ce qu'il serait possible pour chacun d'entre vous d'écrire dans la boîte de discussion votre nom, prénom ainsi que le pays où vous êtes basé, juste pour nous donner une idée un peu de notre audience. Donc, ça prend 2 secondes. Donc voilà. Alors, cette session portera sur les pays francophones face au Covid-19. Bonjour Babacar. Bonjour Mathieu. Excusez-moi. Donc, cette session portera sur les pays francophones face au Covid-19. Donc, pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans un premier temps nos partenaires nos partenaires East, West et Central Africa, en la personne de Monsieur Agno Agnagno. Si tu veux dire un petit bonjour, Agno. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Agno Agnagno de East West Central Africa. Merci. Merci Agno. Donc Agno effectuera une présentation qui portera donc sur la mise en place du tracker dans le cadre du Covid-19 et il nous donnera aussi une vue d'ensemble des pays francophones utilisant le tracker dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Donc la présentation de Agno sera suivie par la présentation de Monsieur Papa Sokna qui travaille chez PAT Sénégal. Et donc, sa présentation portera également sur l'utilisation du tracker au Sénégal dans le cadre de la riposte contre le Covid. Donc, Sokna, si vous voulez bien dire un petit bonjour à la communauté. Oui, bonjour, c'est Papa Aliou Sokna. Je suis chargé du programme système d'information à l'ONGPA. Et aussi, il y a aussi notre collègue du ministère qui est chargé du système d'information, Oumou Kalsoum Diallo, pour un peu vous montrer ce que nous avons fait avec le DHS pour la réponse du Covid-19. Merci. Merci. Oumou, un petit mot? Je pense qu'il faut activer le micro, Oumou. Le micro est activé. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je disais que c'est Oumou Kalsoum Diallo. Je suis la responsable informatique du système d'information sanitaire et sociale au niveau du Sénégal. Donc, responsable de la base de données DHS2 aussi au niveau du Sénégal. Donc, nous avons implémenté avec l'aide de l'équipe PAF, donc COVID, la réponse au Sénégal. Merci Oumou. Et enfin, la dernière présentation de la session sera faite par Monsieur Boukari Ouedaogo, qui nous parlera justement de la gestion de données et de l'expérience du Burkina Faso face au Covid. Bonjour Monsieur Boukari. Un petit mot? Oui, bonjour, vous m'entendez? Tout à fait. Ok, parfait. Moi, c'est Dr Ouedraogo, je suis le directeur des systèmes d'information en santé. Et si ça ne vous gêne pas, je souhaiterais évidemment que Arma Bambara également se présente parce que ce que nous avons implémenté a connu également une forte contribution de Living Good, qui est un partenaire technique et financier. Donc, il est également avec nous, Arma Bambara. Pas de problème. Armand, votre micro est activé. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Armand Bambara. Je suis expert en santé digitale pour le compte de Living Goods
en appui au ministère de la Santé du Burkina Faso. Et nous avons eu à beaucoup collaborer dans le cadre de la gestion des données pour la riposte à COVID. Merci à tous. Merci à vous. Donc, alors, je le répète, n'hésitez pas à écrire dans la boîte de discussion, n'hésitez pas à nous indiquer, pardon, votre nom, prénom ainsi que le pays où vous êtes basé. Cela nous intéresse beaucoup. Ensuite, cette boîte de discussion sera désactivée car nous vous encouragerons à poser toutes vos questions sur notre communauté de pratique. Je indique le lien dans la boîte de discussion. Donc, il vous suffira donc de cliquer sur ce lien pour être dirigé vers la communauté de pratique. Donc, encore une fois, toutes questions que vous auriez, n'hésitez absolument pas à nous les poser sur la communauté de pratique. Donc, nos 3 amis feront les 3 présentations et ensuite, au terme des 3 quarts d'heure de présentation, nous commencerons la session de questions et réponses. Donc, nous sélectionnerons vos questions sur la communauté de pratique et nous y répondrons en direct. Voilà. Et encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous. C'est un très grand plaisir de vous avoir tous pour cette session francophone au sein de la conférence annuelle de DHIS2. Et je donne la parole maintenant à Agno pour la présentation de East, West et Central Africa. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. D'accord. Donc, je me présente encore Agno de East, West Central Africa. J'ai eu l'honneur d'intervenir pendant cette section et de parler du COVID-19 et puis les pays francophones, notre intervention également. Comme vous le savez, le DHS est une plateforme durable de gestion d'informations qui est utilisée actuellement par 72 pays. Et parmi ces 72 pays, 59 ont décidé de l'utiliser à l'échelle nationale, ce qui n'est pas rien. Du coup, en 2019, depuis 2019, il y a eu un projet de surveillance qui a été lancé avec le financement de Gavi en collaboration avec l'OMS, CDC, les HIPS et bien sûr l'Université d'Oslo pour pouvoir mettre en place des packages de surveillance. Donc, ce projet, le premier point de ce projet était de mettre à disposition des pays des packages de surveillance sur le volet agrégé. Et quand nous parlons de ce package, c'est un formulaire, c'est un dashboard, c'est les indicateurs avec les contrôles qu'il y a, intégrer aussi les seuils et puis les alertes. Donc, le deuxième volet de ce projet concerne la surveillance des cas. Donc, sur ce volet aussi, il fallait produire un formulaire, des tableaux de bord, les contrôles qui vont avec, les indicateurs de programme, les notifications, tout en respectant les bonnes pratiques. Et à la fin, pour fournir une documentation qui va avec. Et c'est pendant ce moment que COVID est arrivé. Donc, l'équipe s'est attelée là-dessus pour pouvoir produire aussi des packages qui vont avec la pandémie. Donc, l'équipe a premièrement utilisé les outils standards de l'OMS pour pouvoir analyser tout le contexte du COVID et de proposer en fait les différents packages. Donc, actuellement, nous avons 4 packages qui ont été conçus par l'équipe. Le premier package regroupe en fait 2 trackers. Le premier tracker, c'est la surveillance basée sur les cas, qui est un tracker qui permet d'enregistrer tous les cas suspects et de les suivre. Le deuxième tracker concerne les cas contacts. Donc, à partir de ces 2 trackers, nous pouvons saisir les informations des cas suspects et les cas contacts. Ce qui est très intéressant, c'est que ce package
a aussi un tableau de bord, des indicateurs et tous les contrôles qui vont avec. Tous les packages qui ont été produits embarquent aussi la traduction. Donc, on a la version française, on a la version anglaise que vous pouvez installer sur votre instance et le visualiser soit en français, soit en anglais, en fonction des profils de tout un chacun. Donc, le deuxième package concerne le programme d'enregistrement des surveillances qui est un event. Celui-ci est utilisé pour collecter les informations quand l'épidémie flambe et qui n'ont pas le temps d'enregistrer chaque cas. Donc, ce package peut être utilisé. Le troisième package concerne la surveillance agrégée de COVID. Donc, à partir de ce package qui nous permet de pouvoir renseigner les données agrégées, nous pouvons collecter toutes ces informations en peut-être modifiant la périodicité. Donc, ce troisième package est utilisé quand l'épidémie arrive à un niveau très, très élevé. Le quatrième package concerne le programme de contrôle au point d'entrée et c'est un tracker également que nous pouvons utiliser pour collecter les informations aux différents points d'entrée face à la maladie. Au-delà de ces packages, nous avons actuellement une documentation qui suit ces différents packages, je peux dire. Donc, il suffit de cliquer sur ce lien, vous allez directement sur la page qui peut vous permettre de télécharger la documentation qui suit chaque package et un manuel qui décrit étape par étape comment faire la saisie avec ce package et que vous pouvez, la traduction n'est pas totale à ce niveau, au niveau de la documentation, mais l'équipe travaille là-dessus pour vous produire le plus tôt possible la documentation en français. Mais c'est un package très facile que vous pouvez prendre, modifier rapidement en français pour pouvoir soutenir vos formations que vous faites dans les pays. Et également pour soutenir le tableau de bord qui est directement dans le package lors de l'installation. Il y a eu deux autres applications qui ont été créées, notamment Relationship Tracking, qui nous permet de pouvoir matérialiser le lien entre un cas index et puis un cas contact. Nous avons aussi une seconde application qui s'appelle COVID-19 Dashboard, qui nous permet de pouvoir présenter d'autres informations beaucoup plus succinctement sur le DHS2. Donc, l'interface du Relationship Tracker, c'est celui-ci. Donc, en rouge, nous voyons les cas et en bleu, nous voyons les cas contacts. Donc, cela peut nous permettre de savoir combien de contacts il y a eu. Parce que déjà, dans le premier package, nous pouvons établir les relations entre un cas confirmé et puis un cas contact. Donc, la seconde application dont je parlais se présente comme ceci. Donc, nous avons aussi une carte sur laquelle nous pouvons voir le nombre de cas enregistrés, ainsi de suite. Donc, ces deux applications qui ne sont pas directement dans le package, mais que nous pouvons installer dans notre DHS2 et voir beaucoup plus en détail certaines informations qui ne se trouvent pas forcément dans le package. Donc, ça vient compléter en fait ce volet. Nous ne pouvons pas parler du DHS2 web sans parler du volet mobile. Donc, tout ce que nous voyons, nous pouvons faire avec l'ordinateur, toutes les informations que nous pouvons saisir avec l'ordinateur dans le cas du COVID ou dans d'autres cas, peut être aussi effectué à partir de notre téléphone Android ou tablette. Donc, il suffit d'installer premièrement l'application DHS2 Captcha et de pouvoir renseigner la partie URL, le nom et puis le mot de passe. Et directement, vous avez le même rendu. Vous avez les formulaires qui vont apparaître sur votre mobile et vous pouvez facilement faire votre saisie sans problème. Ce qui est très intéressant avec le mobile, comme l'a dit Martha hier lors de sa présentation, c'est que nous pouvons faire la saisie offline à partir de notre tablette ou de notre téléphone. Donc, nous pouvons aller
au niveau des points d'entrée, prendre nos tablettes, faire la saisie, sans pour autant le synchroniser immédiatement et le faire un peu plus tard. Même si nous avons la connexion, nous pouvons directement le synchroniser avec le DHS online. Il y a eu certains pays qui ont voulu utiliser l'Android, donc notamment l'Ouganda qui l'a utilisé pour récolter les informations au point d'entrée. Le Rwanda aussi qui l'a utilisé dans tout le processus, en passant par la surveillance au point d'entrée, ainsi de suite. Le Rwanda l'a utilisé et actuellement, le Rwanda veut passer à 100% digital, c'est-à-dire ne plus utiliser le papier, mais utiliser rien que les tablettes et téléphones pour pouvoir collecter toutes les informations depuis l'enregistrement du cas jusqu'à la guérison de ce cas, ce qui est très, très intéressant. Le Botswana, Malawi ont aussi eu à tester le volet mobile, le Mali et l'Afrique du Sud aussi. Et il y a eu d'autres pays qui sont soit dans la phase de formation, soit dans la phase de test ou dans la phase d'acquisition d'équipements pour pouvoir mettre aussi en place ce volet saisie des informations COVID à partir de l'Android. Donc, il y a la Tanzanie, Sri Lanka, Cameroun qui sont vraiment, vraiment là-dessus. Donc, ici, c'est une cartographie des pays qui se sont premièrement intéressés au package COVID. Donc, ici, nous voyons le Gabon, la Centrafrique, nous voyons le Bénin et nous voyons aussi en jaune les pays qui l'ont configuré actuellement. Si nous pouvons parler du Niger, ils l'ont configuré actuellement, mais ce n'est pas encore opérationnel, comme l'a fait le Mali, peut-être le Burkina, le Sénégal et les autres pays. Notre intervention par rapport au paramétrage ou à l'installation de ces différents packages n'est pas payant actuellement. Donc, vous pouvez nous faire signe pour que nous puissions vous aider à installer ce package gratuitement. Mais il y a d'autres pays qui l'ont fait eux-mêmes. Ils ont pu installer. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit juste de suivre le guide qui accompagne le package et vous pouvez l'installer vous-même. Mais il y a d'autres pays qui nous ont aussi fait appel après installation pour voir les aspects spécifiques liés à une modification. Donc, nous sommes là pour vous aider à installer ce package, à l'utiliser. Et si vous avez un souci, nous sommes toujours là pour intervenir afin que tout se passe très bien. Ici, je viens partager avec vous le lien de la démo. Vous pouvez cliquer dessus, voir un peu les différents packages dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a la page d'information aussi qui est dhs2.org/COVID-19 et à la page de la communauté, là où vous devez poser vos questions, qui est community.dhs2.org. Et pour nous contacter, c'est bien sûr ces deux emails qui sont là. Donc, voici la fin de ma présentation. Donc, merci beaucoup. Nous allons prendre vos questions au niveau de la communauté. Merci. Merci beaucoup, Agno, et merci d'avoir essayé de mettre en exergue en un si peu de temps toute l'action de East West and Central Africa ces derniers mois. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Et de toute manière, n'hésitez pas à poser toute question si vous souhaitez que Agno donne plus de détails sur un point particulier. Ce serait avec plaisir. Donc, merci Agno. Maintenant, nous allons donner la parole à Papa Sokna pour sa présentation et l'action de PATH Sénégal dans le cadre de la riposte contre le Covid. Sokna, c'est à toi. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour. Tu peux partager ton écran. Voilà. Oui, déjà fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Voilà, donc nous allons présenter l'utilisation du DHS2 Tracker pour la riposte au COVID-19 au Sénégal. Et la présentation a été
faite par Oumou et moi-même. Donc, le coronavirus a été déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier. Et c'est à la date du 2 mars que le Sénégal a eu son premier cas de COVID-19. Et aussitôt, le centre d'opération d'urgence sanitaire a été activé et un système de gestion des incidents a été mis en place aussi. Donc, la question aussi, c'était de mettre en place un système de collecte des informations afin de faire le suivi des cas de COVID-19 et aussi de faire la gestion des cas contacts au niveau national. Donc, voici aussi la situation actuelle du Sénégal. Vous voyez un peu le tableau de bord des cas confirmés tout à fait à gauche et les cas sous traitement, le nombre de cas guéris, le nombre de districts touchés sur les 79 districts au Sénégal et le nombre de décès. Et il y a un qui a été évacué en France. Donc là, vous voyez un peu toutes les informations des cas de COVID-19 à travers ce tableau de bord. Mais aussi, ce que nous avons fait, c'est proposer une solution rapide pour vraiment pouvoir collecter et faire le suivi des cas et aussi faire la gestion des cas contacts pour la COVID-19. Et pour ça, nous avons utilisé le package proposé par l'Université d'Oslo. Il avait mis en place un package dans la plateforme, dans le site web de DHS2 que nous avons utilisé et que nous avons installé. Et après installation, voici un peu les étapes de la mise en œuvre de la plateforme DHS2. Vous voyez, après l'installation du package pour la surveillance des cas et la gestion des cas contacts, nous avons aussi adapté le formulaire parce que avant même l'installation du package, il y avait des formulaires sur papier qui étaient utilisés. Et donc, du coup, il fallait adapter le package par rapport à ces formulaires pour que les agents de saisie ne se perdent pas lors de la saisie des données. Donc, pour l'adaptation du formulaire, ça a duré presque 2 semaines, du 17 au 27 mars, où nous avons passé en revue tout le package et aussi, en même temps, aussi traduire le package, puisqu'en ce moment, le package était juste disponible en français et que, voilà, c'est un pays francophone, juste disponible en anglais du moins, et que nous sommes un pays francophone, donc il fallait traduire tout le package en français et ensuite développer les manuels d'utilisation et aussi concevoir les modules de formation. Et comme aussi date, donc c'était du 15 au 21 avril. Et ensuite, c'est la formation du niveau central. Avant même de passer à la formation des agents de saisie, donc il fallait former le niveau central pour que le niveau central puisse s'approprier de l'outil. Aussi, quand nous allons parler un peu de la force du DHS2, c'est qu'ici au Sénégal, c'est le niveau central qui s'est vraiment approprié de l'outil. Et ensuite, nous avons aussi passé à la formation des équipes cadres et des districts, puisque ici au Sénégal, la notification des cas était au niveau des districts. Donc, c'était les districts qui notifiaient les cas. Donc, il fallait former les 79 districts au Sénégal. Et ça a duré à peu près 1 mois. Ce qui a un peu pris du temps, c'est la formation des régions médicales. Après la formation des districts, nous avons aussi formé les régions médicales parce qu'eux aussi, ils devaient avoir une vue sur vraiment les districts et que nous avons formé les régions médicales et créé des dashboards pour eux, de telle sorte qu'eux aussi, ils peuvent un peu regarder le nombre de cas qui a été notifié pour les districts qui sont associés à leur région. Et aussi, ça a été vraiment aussi une force parce que après la formation, il y avait quelques districts qui ne notifiaient pas, mais après la formation des districts, des régions médicales, ces régions médicales aussi ont fait vraiment le travail pour que les districts puissent notifier
Donc, après aussi la formation de tous les districts du Sénégal, les 79 districts ont été formés et aussi les 14 régions du Sénégal ont été formées dans l'utilisation du DHS2. Nous avons aussi organisé la supervision post-formative des districts. Et pour ça, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps, on avait juste ciblé les districts qui avaient beaucoup plus de cas et aussi qui avaient un gap important à notifier. Et cela aussi vraiment a été très bénéfique parce que nous avons pu voir que les gens aussi ont pu notifier les cas et que le gap a été résolu. Donc aussi pour l'implémentation, donc c'est les formulaires de l'OMS A0, A1, B1 qui ont été utilisés et adaptés au contexte local. Et ensuite, le partage de l'outil avec les acteurs du niveau central pour que le niveau central puisse s'approprier de l'outil et aussi ensuite envoyer des notes administratives à l'endroit des MCR et des MCD, puisque c'est les MCD, les médecins-chefs de district, qui étaient chargés de faire la notification des données. Et aussi, il faut noter que puisque le regroupement était interdit, donc la formation en ligne a été faite avec l'outil Zoom. Et avant même l'utilisation de l'outil, beaucoup discuté sur la formation, comment nous allons faire la formation. Et après de longues discussions, on s'est rendu compte que l'outil Zoom allait être vraiment un outil intéressant pour faire la formation. Et ensuite, c'est la saisie dynamique des formulaires qui a été faite parce que juste après la formation, les gens ont commencé à saisir les données au niveau des districts et que la saisie dynamique a été. Donc, voici un peu le workflow du patient. Donc, le patient qui arrive au niveau de l'établissement et que le patient, s'il répond à la définition de cas, donc le formulaire de la fiche d'investigation est rempli et qu'ensuite, il y a une demande de laboratoire qui est faite pour confirmer si le cas est confirmé, oui ou non. Si le cas est confirmé, donc les informations du patient du cas confirmé sont saisies dans la plateforme sur le formulaire surveillance basé sur les cas de COVID-19 à travers la plateforme DHS2. Et ensuite, le suivi du cas est fait jusqu'à le cas soit guéri, le cas est mort ou bien le cas n'est pas guéri, mais il y a un suivi qui est fait à chaque fois. Il y a des analyses, des demandes d'analyse qui sont faites pour voir est-ce que le cas a une analyse négative ou non, puisqu'il y a deux résultats négatifs successifs qui permettent de dire que le cas est guéri. Donc, voici le formulaire de saisie de la plateforme DHS2. Donc, vous avez le formulaire et aussi, nous avons intégré le numéro d'ordre du cas confirmé, puisque la saisie se fait au niveau des districts. Donc, les districts ont des numéros d'ordre. Chaque district commence à partir de 1 jusqu'à... Et que chaque district aussi, on commence par la région et le district et ensuite le numéro d'ordre. Et aussi, automatiquement, il y a le ID du cas confirmé qui est généré par le système pour montrer un peu que le cas a été décelé au niveau de tel district. Donc aussi, voici la suite du formulaire, cas importé, cas primaire, cas secondaire. Et nous voyons un peu le tableau de bord du DHS2. Vous vous rendez compte qu'il y a aussi un gap au niveau de la plateforme parce que les districts, il faut le dire aussi, sont vraiment débordés pour pouvoir chaque jour saisir les données à temps. Mais l'avantage que nous avons vraiment pu avoir la saisie de 12 034 cas au niveau de la plateforme, ce qui est vraiment intéressant. Et aussi, nous continuons vraiment à travailler avec les districts pour que vraiment la base de données soit à jour. Donc, les défis que nous avons un peu rencontrés, c'est avoir une bonne complétude
et des qualités des données, et aussi l'utilisation des données de la plateforme à des fins de prise de décision, parce que il faut le savoir, nous avons collecté beaucoup de données, mais ces données doivent servir à quelque chose, c'est-à-dire à des prises de décision. Et aussi, il faut noter qu'il y a l'alignement des partenaires techniques et financiers. Donc, chaque partenaire essaie des fois d'amener son outil, mais heureusement au Sénégal, nous avons vraiment adopté le DHS2 comme outil de collecte des données, mais n'empêche que des fois, vous voyez quelques partenaires proposer des outils à des hôpitaux ou à quelques structures sanitaires. Il y a aussi un manque de coordination entre les parties prenantes où des fois la discussion n'est pas top pour vraiment s'assurer et aussi s'accorder sur le même langage. Et vraiment, je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, voici nos contacts. Moi, c'est Papa Ali Sofna et Oumou Kalsoum Diallo, son email est en bas. Donc, merci de votre attention. Nous allons prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, Sakna, pour cette présentation très intéressante. Et comme mentionné, en effet, pour toute question relative aux présentations, n'hésitez pas à vous rendre sur la communauté de pratique. Le lien est spécifié dans la fenêtre de discussion. Et là, vous pourrez y poser toutes les questions que vous souhaitez. Et nous essaierons de répondre à chacune de ces questions pendant cette session. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Boukari Ouedraogo du Burkina Faso, qui va donc nous parler de la gestion de données et de l'expérience du Burkina Faso face au Covid. Boukari, je vous invite à partager votre écran et à commencer votre présentation. Merci beaucoup. OK, merci bien. De rien. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK, parfait. Merci bien. Donc, à l'image de mes prédécesseurs, moi, je vais également aborder la gestion des données COVID au Burkina Faso avec notre expérience dans l'utilisation du DHIS2. Il faut dire que je suis le responsable de la direction en charge de l'implémentation de toutes ces plateformes dématérialisées au niveau du ministère. Et cette présentation a été préparée en collaboration avec Arma Bambara de Living Good, qui a été un fort appui pour nous, notamment dans le cadre de cette digitalisation. Et il faut noter aussi qu'en plus de Arma, il y a également Major Revolution qui a également fortement contribué, notamment dans le cadre de cette implémentation. Donc, pour ce qui concerne le Burkina Faso, il faut dire que dans le cadre du renforcement de l'aide à la décision dans le cadre de la COVID, nous avons capitalisé la plateforme DHIS2. La plateforme DHIS, une naissance DHIS2 qui était implémentée dans le cadre du Burkina, notamment avec l'appui de l'USAID pour mettre en place la plateforme One Health. Et cette plateforme One Health, au lieu d'aller implémenter notre instance, nous avons préféré utiliser l'instance qui existait déjà, notamment qui prend en compte un certain nombre d'informations dans le cas du One Health. Donc, il faut dire que pour le Burkina Faso, nous avons eu notre premier cas le 1er mars, le 9 mars plutôt, que nous avons reçu notre premier cas. Et dès le 18, les informaticiens, on a été interpellés notamment pour voir dans quelle mesure toutes les informations peuvent être notamment collectées, transmises au niveau du ministère pour une aide à la décision. Et rapidement, avec les informaticiens de la DIESIS, nous avons d'abord essayé de voir est-ce que le tracker qui a été mis en place, si ça pourrait nous permettre notamment, dans le cadre notamment de la capitaliser, compte tenu du fait que tout était en anglais, la documentation était en anglais, et également le formulaire, comme c'était une semaine après, on s'est rendu compte que l'État et le formulaire qui était disponible ne permettait pas, ne nécessitait pas de collecter beaucoup d'informations. Donc, on a proposé notamment d'utiliser le tracker et d'implémenter tous les formulaires déjà qui existaient. Donc, il faut dire que tout ce qui est implémenté dans le DHIS2, on a utilisé le tracker, mais on l'a implémenté de bout en bout en utilisant notamment les différents formulaires qui existent. Et également, avec l'appui des partenaires, voici, c'est le lien notamment de la plateforme que nous avons pu mettre en place, MS Surveillance. Et également, on a mis également une plateforme, un lien grand
une plateforme grand public, une interface grand public, notamment qui ne nécessite pas notamment des identifiants pour accéder à la plateforme. Ainsi, pour le Burkina Faso, il faut dire que nous avons implémenté pas mal de formulaires depuis le 18 mars. Notamment, on a implémenté un formulaire pour le suivi des cas contacts, notamment un formulaire pour le suivi des cas suspects, et notamment une plateforme, la plateforme permet de gérer également toutes les données du laboratoire. Et également, on a implémenté également le dossier patient, notamment pour permettre quand un patient doit être pris en charge, puisque tout est une suite logique. D'abord, si tu es cas contact, il y a les équipes d'investigation qui partent sur le terrain et sont dotés tous de tablettes qui les permettent notamment de saisir les données en temps réel. Notamment, quand ils font les saisies en temps réel, ils vont faire le prélèvement. On a intégré à l'intérieur que ça puisse auto-générer un code d'échantillon. Et ce code d'échantillon est reporté sur les tubes, notamment pour permettre notamment d'aller au niveau de transférer l'échantillon au niveau du laboratoire. Et une fois que le technicage est fait, notamment, et les laboratoires renseignent les données directement sur la plateforme pour permettre notamment d'avoir l'information en temps réel. Mais il faut dire que on a eu quelques difficultés parce que la maîtrise notamment de la saisie en temps réel par les laboratoires n'est pas régulière. Ce qui a nécessité notamment qu'on puisse mettre encore en place une deuxième base, et notamment cette base, c'est pour permettre notamment d'imprimer directement les résultats d'examen, et on a fait une interopérabilité avec les DHSD pour pouvoir récupérer un certain nombre d'informations pour permettre d'imprimer directement les résultats du laboratoire à partir de cette plateforme. Il faut dire aussi que secondairement, on a aussi implémenté la possibilité de saisir toutes les données des points d'entrée. Il faut dire qu'au Burkina, on a environ une quarantaine de points d'entrée, et tous les points d'entrée, le formulaire des points d'entrée a été implémenté, et tous les acteurs ont été dotés de tablettes. On a déployé environ plus de 1000 tablettes, et ce qui permet notamment pour le suivi des contacts, le suivi des patients, la prise en charge, tout ça se fait à travers des tablettes qui permettent notamment de remonter les informations en temps réel. Là, c'est pour vous montrer le dashboard. Excusez-moi, je vais aller rapidement vous présenter l'interface. Partager l'écran directement pour que vous puissiez voir un peu en temps réel. Oups. Il y a juste... Je ne sais pas si c'est bon, l'interface. Voilà, donc là, c'est le lien grand public au fait. C'est l'interface grand public qui ne nécessite pas de mot de passe. Et en temps réel, voici un peu l'ensemble des cas qui sont saisis sur la plateforme. Le Sénégal a plus que nous. Nous, on a 11 119 cas et données qui sont saisies en temps réel. Et on a également implémenté des camemberts qui permettent notamment de suivre en temps réel l'évolution de la courbe. Et également, et toujours ça, c'est le nombre de cas par jour également que notre plateforme également permet de suivre en temps réel. Et on a également intégré la visualisation des cas par district sanitaire et également la répartition du nombre de cas par région sanitaire. Donc, tout ça, ça a été implémenté, notamment à l'intérieur, pour permettre d'avoir un dashboard grand public pour notamment la visualisation et l'aide à la décision. Là, je continue encore pour finir avec la présentation. Donc, c'est cette interface qu'on avait fait une capture d'écran notamment pour permettre de voir un peu l'ensemble des cas. Et il faut dire qu'en dehors de ce qui était implémenté à travers les DHIS2, on était encore confrontés à une problématique à laquelle il fallait qu'on puisse trouver une solution. Cette problématique consistait notamment à savoir comment faire telle sorte que tous les acteurs puissent notamment faire un monitorage de leur état clinique en étant à domicile. Et à ce sens, on est obligé également d'implémenter une plateforme, une application Android. Et à travers cette application Android, notamment, tout citoyen peut télécharger l'application et monitorer ses signes
tous les jours et envoyés par SMS. Il faut noter également que ces SMS qui sont envoyés à 0 francs. Et également, on a la même application, on l'a implémentée sur les tablettes au niveau des formations sanitaires, qui permet également aux formations sanitaires de monitorer notamment l'ensemble des signes cliniques quand un patient part en consultation. Quand un patient part en consultation, il permet de savoir notamment est-ce que le patient possède des maux de tête, est-ce qu'il a un problème notamment de goût, est-ce qu'il a une faiblesse musculaire, notamment avec toutes ces informations. Une fois qu'il s'est renseigné sur la tablette à travers l'application Corona Triage, les données également sont envoyées par SMS. Et c'est l'ensemble de ces applications, on a fait une interopérabilité pour permettre notamment d'alimenter la base DHIS2. Et bon, la dernière application, c'est un chatbot qui n'interagit pas avec le DHIS2, qui permet notamment à ce que la population puisse interagir pour avoir un certain nombre d'informations pour la sensibilisation. Les principaux enseignements que nous pouvons tirer notamment de notre implémentation, il faut dire qu'il y a véritablement une appropriation de la plateforme par le gouvernement. Et notre grand défi notamment, c'est la complétude des données qui n'est pas effective. Et ça également, on peut comprendre. Parce que si nous prenons l'exemple de certains districts sanitaires qui doivent saisir les données en temps réel, dans notre expérience, il y a un district sanitaire qui a dit avec l'application, notamment, ils ont constaté que par jour, il peut y avoir 200 à 300 fiches à saisir, et chose qui est très, très fastidieuse. Donc là, nous sommes en train de réfléchir pour voir est-ce qu'il ne faut pas identifier des variables clés qui vont être saisies rapidement, puisque la COVID, nous savons bien qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir, et notamment et demander à l'ensemble des districts sanitaires de saisir les données en temps réel, ce n'est pas toujours chose aisée, surtout les informations concernant les points d'entrée. Et il y a également comme principal enseignement, il faut dire que nous avons pu en tout cas capitaliser un certain nombre de choses, notamment l'existant, notamment la plateforme One Health et également la plateforme Rapid Pro. La plateforme Rapid Pro, il faut dire que le ministère de la Santé a mis en place une application Android, notamment qu'on appelle mHealth, qu'on a déployée au niveau communautaire. C'est de cette application mHealth, c'est de cette expérience de l'application mHealth que nous avons capitalisé pour pouvoir également mettre en place l'application Corona Detect, Corona Voyage, Corona Triage, pour notamment permettre de monitorer un certain nombre d'informations venant des centres de santé et venant également des points d'entrée. Et il y a également un point important qui est très important pour nous, il y a la collaboration avec les partenaires. Il faut noter que les partenaires ont été un très, 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 très grand apport pour notamment le développement de ces applications. D'abord, côté financier, il faut noter qu'il y a l'UNICEF, l'OMS et l'USAID qui ont fortement contribué notamment à l'achat des tablettes. Et ils nous ont permis en tout cas à pouvoir acheter environ 1900 à 2000 tablettes. Et également, côté technique, au niveau de l'implémentation, nous avons une forte implication technique de Living Good à travers ARMA et également un autre informaticien de l'USAID, notamment qui est à Measure Evaluation Cyril. Et il faut dire qu'ils ont fortement contribué notamment à améliorer, à implémenter et à gérer un certain nombre d'insuffisances. Et jusqu'à ce jour, il faut nous dire en tout cas que ces partenaires techniques nous sont en tout cas d'un très grand apport. Et enfin, l'ONG Terre des Hommes qui a permis notamment de mettre en place, de financer la mise en place et le déploiement de l'application Corona Triage. Donc, pour finir, avant de finir, c'est juste l'interface de Corona Detect et de Corona Contact qui est téléchargeable sur le site web du ministère de la Santé, qui permet notamment aux formations sanitaires et aux individus de s'inscrire et d'envoyer les informations en temps réel. Donc, voici globalement l'ensemble des points que je voulais échanger avec vous, tout en vous remerciant pour votre attention et nous restons disponibles pour toute information complémentaire à laquelle ARMA pourra également contribuer à répondre à un certain nombre de préoccupations. Merci bien. Merci Boukari pour cette présentation très complète. Ce fut un vrai plaisir. Alors, ce que nous pouvons faire, je souhaiterais vous encourager à poser vos questions en fait directement, je veux dire en direct, ici sur Zoom. Vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole. Je pense que ce sera peut-être plus interactif et plus agréable pour tout le monde. Donc, y a-t-il un participant qui souhaiterait poser une question relative à une des présentations que nous venons de voir? N'hésitez pas, vous levez la main et je vous donnerai la parole.
ou alors appuyer sur le bouton Yes. Je vous donne quelques minutes. Il y a Dr Suleiman qui aimerait poser une question, qui vient de lever la main. Alors, je ne le vois pas. Ah oui, désolé. Suleiman, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Bonjour. Je remercie tous les présentateurs par rapport à ce qu'ils ont présenté. Je voudrais poser une question au présentateur de Burkina, Dr Boukari. C'est par rapport aux outils. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est le tracker qui a été, le tracker Covid proposé par l'Université d'Oslo qui a été le plus utilisé, ou bien c'est l'interopérabilité entre le tracker et les autres applications existantes sur le terrain qui a primé? Et en deuxième position, c'est par rapport au Sénégal, à la présentation du Sénégal concernant M. Papa Sokna. Et il disait qu'il y avait un problème de coordination entre les partenaires. Est-ce que c'était dans le cadre de la mise en place de l'application COVID ici, ou bien de façon générale sur le déploiement du DHS2 au niveau du Sénégal? C'était les deux. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, je peux répondre? Oui, bien sûr, allez-y. Ok, parfait. Je suis en équipe, donc je vais demander à Armand de contribuer à répondre. Armand, vas-y. Merci, docteur. Alors, pour répondre à la question, je vais simplement dire oui. Comme l'a présenté Agno lors de la première présentation, le Burkina Faso fait partie des pays qui ont utilisé le package COVID. Donc, c'est effectivement ce package-là qui a inspiré le développement de notre tracker. Par là, je veux dire que nous avons pris connaissance de la manière dont l'Université d'Oslo a bien sûr paramétré ce package-là. Mais techniquement, dans la pratique, ce que nous avons fait, c'est plutôt l'implémentation de quelque chose de beaucoup plus personnalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Université d'Oslo qui a fourni l'assistance permettant de personnaliser ce tracker-là. Ça s'est fait in-house au Burkina Faso, où nous avons personnalisé tous les trackers que nous avons utilisés. Donc, il y a eu le tracker qui a été mis en œuvre pour le suivi des cas contacts, le suivi des cas pour les points d'entrée aussi. Et nous avons aussi un event qui permet le suivi des alertes. Parce qu'ici, nous avons un centre d'alerte qui reçoit les informations de la part de ceux qui appellent le numéro court, voilà, pour soit parler de leurs symptômes ou donner tout type d'informations qui permettraient d'alerter les équipes d'investigation. Donc, toutes ces informations-là, voilà, sont enregistrées dans un event DHS2. Alors, j'espère que ces éléments de réponse-là vous permettront de mieux apprécier la réponse. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, je pense qu'il y avait également une question pour Sokna. Si vous voulez répondre. Oui. Concernant la coordination entre les partenaires, donc comme vous le savez, ici même avant la COVID-19, donc chaque partenaire, des fois, venait avec son outil. Et pour ce cas précis, la COVID-19, donc il y avait des partenaires qui avaient un peu proposé des outils basés sur RapidPro et aussi d'autres outils. Et même aussi le DHS2 Tracker, où le ministère avait même commencé à travailler sur l'implémentation. On voyait qu'il y avait d'autres partenaires qui aussi travaillaient sur la même chose. Donc,
il n'y avait pas une coordination entre vraiment les partenaires techniques et financiers. Parce que le ministère travaille, donc eux aussi, ils devaient se renseigner avant même de commencer l'implémentation ou bien de commencer à développer l'outil. Donc, après, il y avait eu une réunion où tous les parties prenantes étaient conviées et aussi les gens étaient au courant, étaient aussi informés sur l'état d'avancement des travaux du ministère de la Santé et aussi ça les a un peu, pour un peu arrêter le développement des outils connexes. Et voilà, donc c'est pour cela ce défi a été un peu un problème au niveau du pays. Mais après, heureusement, ça a été réglé. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, je pense que Mathieu Pinard avait une question. Mathieu, je t'en prie. Oui, merci, merci pour cette présentation très intéressante et très instructive. J'avais une question, une première question pour le Burkina Faso, Dr Boukari. Quel type de... Est-ce que vous pourriez revenir sur la stratégie de formation que vous avez mis en place pour vous assurer que les formulaires, enfin, que les données étaient rentrées correctement? Merci. Ok, merci, mais je peux aller? Allez-y, je vous en prie. Ok, merci bien et je voudrais remercier Mathieu pour sa question. Il faut dire que, comme l'a si bien dit Armand, je pense que Oslo a finalisé son track, je pense que après nous, parce que nous, on a dû faire bosser les équipes pratiquement à un an structuré pour l'implémentation des différents formulaires. Il faut dire que ce qui a été fait dans la stratégie, je réponds en même temps avec pour aborder le côté formation. Ce qui a été fait, premièrement, on a implémenté le formulaire des cas suspects. Les cas suspects, notamment quand les gens partaient, quand on partait faire l'investigation et puis on se rendait compte que c'est un cas suspect, il y avait un formulaire notamment qui permettait de savoir est-ce que c'est un cas suspect. Ils font le prélèvement, on envoie les résultats au laboratoire. Donc, on s'est dit, bon, on allait commencer par ces maillons. On a commencé par ces maillons, mais on s'est rendu compte, plus on avançait, puisqu'à ce moment, on avait quoi? On n'avait que 8 cas. Et 8 cas, après de 8 cas, on est parti à 5, 6. Donc, vraiment, le nombre n'était pas élevé. Comme le nombre n'était pas élevé, ça permettait vitalement à l'équipe de travailler rapidement et de permettre d'avoir vraiment des données de meilleure qualité. Mais après, on s'est rendu compte que plus on avançait, il y avait d'autres moyens encore qui s'ajoutaient au fur et à mesure. Et comme les moyens s'ajoutaient au fur et à mesure, notamment il y a des cas suspects, il fallait suivre encore les cas contacts. C'était la partie la plus difficile, notamment l'implémentation des formulaires des cas contacts, puisque une fois qu'un cas est devenu suspect et qu'il devient positif, automatiquement, il faut trianguler pour savoir combien de personnes ont été en contact avec lui et voir dans quelle mesure il faut suivre ces cas contacts et faire remonter les informations et que ces informations puissent être reliées au cas positif et que ces cas contacts, il fallait le suivre encore pendant 14 jours avec le formulaire. Donc, on a dû implémenter à l'intérieur le fait qu'on puisse suivre les gens à domicile pendant 14 jours avec les tablettes et faire remonter tous les signes qu'on constatait sur les cas contacts. Et une fois que ces cas contacts devenaient également positifs, il fallait encore trianguler pour savoir combien de gens ont été les cas contacts et également faire les saisies en temps réel et suivre ces gens pendant 14 jours. Il faut dire que c'était très, très compliqué. Et à Ouaga, je pense que c'est Médecins sans frontières qui a pu contractualiser pour qu'on puisse avoir 100 personnes qui ont été enrôlées et été payées par MSF, notamment pour permettre notamment de suivre les gens pendant 14 jours. Donc, ces 100 personnes qui étaient déployées sur le terrain, on n'avait pas suffisamment de tablettes. Puisqu'on avait d'abord commencé avec 66 tablettes qui avaient été mises à notre disposition par l'USAID. Et les 66 tablettes n'étaient pas du tout suffisantes. Il fallait encore qu'on fasse un plaidoyer pour permettre à chaque acteur d'avoir des tablettes pour pouvoir suivre ces cas contacts pendant 14 jours. Et ce qui a été fait après, et dès lors que ces informations étaient remontées, et une des questions fondamentales, comment il fallait former les gens,
parce que tout ça, c'était encore circonscrit à Ouagadougou. Comment il fallait former les gens régulièrement pour que les gens puissent s'approprier notamment la méthodologie, se loguer, puisque chacun avait un login personnalisé. Comment il fallait former les gens régulièrement pour que les gens puissent se connecter et puis aller faire le suivi des cas tous les jours pendant 14 jours. C'était là également la grande difficulté. Et dans cette stratégie de formation, il faut dire que il y a l'OMS qui nous a fortement appuyé dans ce sens-là. L'OMS nous a fortement appuyé, puisque l'OMS avait mis à notre disposition un expert qui était venu également du Sénégal. Cet expert était venu au premier moment de la COVID pour appuyer le Burkina Faso. Et cet expert a été très sensibilisé sur la nécessité notamment d'appuyer le pays dans la dématérialisation, notamment du suivi des actions COVID. Et une autre difficulté que nous avons reçue, pas difficulté, mais un autre challenge, c'était notamment le fait qu'il fallait interner les gens et il fallait prendre en compte la fiche de suivi des malades. Pour la fiche de suivi des malades, une expérience qu'on voudrait également partager, il faut dire que dans notre implémentation, le formulaire de suivi des malades n'était pas implémenté. Et après, l'équipe de prise en charge nous a approché pour dire qu'il fallait encore qu'on implémente la fiche de suivi des malades à l'intérieur. Là encore, c'est un challenge parce que, au Burkina, on n'avait pas de fiche validée pour la prise en charge. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est ce que nous avons fait. On est parti sur le site web de l'OMS pour récupérer la fiche de prise en charge proposée par l'OMS et qu'on a proposé ça aux cliniciens pour qu'ils regardent est-ce que cette fiche également pouvait servir notamment pour la prise en charge. Là également, le formulaire qu'on a récupéré sur le fiche de l'OMS à ce moment au début, c'était entièrement en anglais et ils nous ont posé la question pour dire que la fiche en anglais, comment il faut faire notamment pour avoir la fiche en français pour pouvoir l'intégrer. On était obligé, et là encore, ce n'était pas notre travail, mais nous, on était obligés dans notre direction de traduire toute la fiche de prise en charge de l'OMS en français. On a fait une proposition de traduction. On a remis cette fiche traduite en français. Et ça peut être approximatif, mais on l'a complètement traduit. On a remis à l'équipe de prise en charge. Et les enseignants également, comme c'est le grand projet, les enseignants ont récupéré et tous les cliniciens se sont regroupés pour supprimer certaines choses qui ne les intéressent pas et amender cette fiche. Et c'est cette fiche encore qu'ils ont mis à notre disposition pour qu'on l'implémente à l'intérieur. Donc, la fiche de prise en charge qu'on a implémentée, également, c'est une fiche de prise en charge qui était amendée par l'ensemble des cliniciens. Et notre gros challenge actuellement, c'est qu'avec le fait que la COVID est devenue, a atteint pratiquement atteint 12 régions sur 13, puisqu'il y a une région qui n'est pas encore touchée par la COVID. Sur les 12 régions sur 13, il faut dire que l'OMS nous a appuyé au temps fort jusqu'en avril à former toutes les régions. Pourtant, à ce moment, il n'y avait que 2 régions qui étaient touchées. Mais l'OMS nous a permis de former toutes les régions parce qu'on ne sait pas à quel moment les autres régions allaient être touchées. On a formé toutes les régions en mai-juin. Et quand on a formé toutes les régions en mai-juin, vers fin juin, on s'est rendu compte que la pandémie a commencé à aller en tâche d'huile et à toucher toutes les autres régions. Et après cela, ça également, c'est une grosse question. Les gens ont été formés, mais ils n'avaient pas de cas. Donc, les gens ne saisissent pas de données. Maintenant, comme ils ont été touchés, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont déplacés et les gens ont dit qu'ils ne sont plus formés et ils ont demandé encore à ce qu'on les réforme, à ce qu'on les recycle. Et jusqu'à l'heure actuelle, je pense que même j'étais en échange avec l'OMS aujourd'hui, et parce qu'il y a 2 régions qui sont touchées et les acteurs ont dit qu'ils n'ont pas été formés. Pourtant, tout le monde avait été formé. On a même déployé les tablettes sur l'ensemble de toutes les régions, même les régions qui n'ont pas été touchées. On les a dotées en tablettes configurées et les tablettes également possèdent également la connectivité pour les permettre, dès lors qu'ils auront des cas, ils vont utiliser les mêmes tablettes pour collecter et puis transmettre les données par SMS, puisque toutes les données remontent par Internet plutôt, puisque la connectivité a été faite par les partenaires qui ont accepté payer la connexion pour au moins 6 mois. Donc, toutes les tablettes ont été dotées en connexion pour au moins 6 mois qui va couvrir jusqu'en décembre. Donc, ce qui fait que les 1000 et quelques tablettes que nous avons déployées possèdent des puces avec la connectivité. Maintenant, les données sur des formations sanitaires qui doivent être renvoyées par SMS, on a acquis un numéro court qui permet notamment, avec une facturation inversée, qui fait que les données de Corona Triage qui sont collectées et puis transmises tous les jours par SMS sont transmises
à 0 francs. Donc, il y a 60% des formations sanitaires qui sont couvertes par ça et on a utilisé les tablettes qui ont été déployées par le REC, par Terre des Hommes. On a installé l'application sur ces tablettes pour permettre aux formations sanitaires d'envoyer les données par SMS à travers notre numéro court via une facturation inversée. Voici l'expérience que nous avons fait au niveau du Burkina Faso. Je ne sais pas si je réponds à la question également qui a été posée par Pinar. Bien plus qu'une simple réponse. J'ai aussi... J'ai peut-être une... Oui. Juste, est-ce que je peux poser une petite question oui. Qui est très proche de ma précédente? C'est quels outils de... Parce que tu mentionnais que, Boukari, que maintenant, les gens qui doivent saisir des cas, mais qui avaient été formés au mois de juin et qui saisissent des cas maintenant, nécessitent un nouveau cycle de formation, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, ces formations, c'est des formations qui se font essentiellement sur site, c'est des formations qui se font à distance? Quel type d'outils vous avez mis en œuvre? Pendant que le Sénégal parlait de sessions Zoom, est-ce que c'est des choses que vous avez mis en œuvre également au Burkina ou, Non, chez nous, il faut dire que nous, on l'a pas fait, on n'a pas fait par Zoom parce que nous, on fait des formations en cascade. Nous avons 13 régions. Et la stratégie, nous, on ne descend pas au niveau district. Au niveau national, nous, on forme uniquement les régions. Les régions ont la responsabilité maintenant de former les districts sanitaires. Donc, dans la stratégie de formation que nous voulons déployer, c'est aller encore capaciter, recycler les CIC des régions. Et ce sont ces régions qui auront la responsabilité de former notamment les districts sanitaires. Sinon, nous, on ne descend pas au niveau district sanitaire. Donc, comme c'est beaucoup plus pratique, bon, c'est juste 13 régions. C'est aller au niveau des régions sanitaires. On les regroupe dans une région. Ils sont très cités. Ils peuvent venir avec les substituts. Donc, ça fait 2 fois 13, ça fait 26. On les forme dans une seule région et ils repartent maintenant pour aller former les districts sanitaires. Donc, ce sont des formations en cascade que nous faisons, mais ce n'est pas par Zoom. Non, on ne fait pas par Zoom. J'aurais une petite question du coup. Fort de cette expérience où vous avez eu justement à reformer certains partenaires, est-ce que vous avez mis en place ou est-ce que vous songez à mettre en place un processus de, si je puis dire, rafraîchissement des connaissances justement de manière régulière pour faire en sorte que les équipes justement soient toujours au fait de ce que au fait de leurs connaissances, si je puis dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ou Ce qu'on a fait, on a finalement, avec l'accompagnement de l'USAID, on a écrit un guide utilisateur pour l'application. Voilà, on a écrit le guide utilisateur pour mettre à leur disposition. À ce moment, ça permettra notamment de résoudre ce problème, notamment de déplacement des gens qui vont demander notamment à ce qu'on puisse recycler. Donc, le guide a été élaboré, donc c'est le guide qu'on va mettre à leur disposition pour que les gens puissent utiliser. On a fait des guides avec des captures d'écran pour permettre, même si les gens bougent, que les gens puissent utiliser le guide, notamment pour l'utilisation de la plateforme. Il y a Arma qui souhaiterait également ajouter. Arma, je ne sais pas s'il peut ajouter. Oui. Alors, juste pour ajouter qu'il y a aussi un manuel de procédure qui a été rédigé en concertation avec les autres départements. Voilà, donc on a fait un manuel de procédure pour expliquer à tout un chacun qu'est-ce qui doit être fait en présence d'un cas suspect, quelle est la procédure à suivre, qui fait quoi, avec quel outil et comment. Merci. Merci beaucoup. Agnon, je t'en prie, je pense que tu avais une question, je t'ai pris ta place. Non, il n'y a pas de souci. Ma question va à l'endroit de Dr Boukari. Je voulais savoir, puisqu'on a deux types de configuration ici, le Burkina qui l'a fait lui-même à partir des outils et le Sénégal qui a utilisé le package. Donc, je voulais savoir, premièrement, pour le Burkina, combien de temps ça vous a pris d'analyser et puis de configurer ce système? La même question pour le Sénégal. Et une dernière question pour également le Burkina. Est-ce que finalement, vous avez utilisé l'application du DHS, le DHS de CAPTCHA, pour enregistrer certaines informations sur les tablettes? Ou c'est seulement votre application? Merci. OK.
OK. Pour la première question, notamment combien de temps ça nous a pris, ça c'est une très bonne question. Il faut dire qu'on a commencé le 18 pratiquement et pour dire 9 jours après la pandémie. Et je pense qu'à partir en mars, vers le 4-5 avril, notre application était déjà opérationnelle. Quand je dis opérationnelle, on a même commencé à vouloir planifier la formation. Mais à partir du 28, le 28 mars, on avait déjà commencé à faire la saisie parce qu'on n'avait pas beaucoup de cas. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses à implémenter, choses à intégrer. Mais les autres formulaires, on les a implémentés au fur et à mesure, au fait. Mais sinon, à partir du 28, le 28 mars, on avait déjà les premières données sur la plateforme. Maintenant, pour la deuxième question, Armand. Oui, merci. Alors, effectivement, pour la collecte des données, nous utilisons DHIS2 Capture sur les tablettes et éventuellement sur des smartphones pour ceux qui en disposent. Mais ce qui a été doté, ce sont les tablettes officiellement. Il y a certaines personnes qui, par exemple, du fait de leur mobilité, pourraient utiliser leur téléphone portable personnel pour le faire. Mais ce sont les tablettes qui officiellement ont été configurées avec DHIS2 Capture. Voilà, à cet effet-là. Donc, les collectes de données sont faites avec DHIS2 Capture. Merci. Merci beaucoup, Armand. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à appuyer, soit lever la main ou appuyer sur le bouton Yes et nous serons ravis de vous donner la parole. Oui, papa, combien de temps ça vous a pris pour installer le package? Oumou, vous êtes là, non? Enlève ton mute. Oui, je suis là. En fait, nous, comme Pape l'a dit, hein, nous avons eu notre premier cas le 2 mars. Donc, ça nous a pris presque tout le mois de mars. Donc, parce qu'il faut dire que on va le faire, hein, parce que à chaque fois qu'on parlait de tracker, on se disait qu'il nous fallait un consultant, quelqu'un qui nous aide pour le faire. Mais c'était un défi pour ce Covid-là. C'était un défi par rapport à la mise en place de ce Covid. Donc, l'équipe informatique du ministère accompagnée de PAF, donc en un mois, début avril, notre plateforme était déjà opérationnelle. Mais il faut dire qu'on a eu à faire de l'importation, hein, parce qu'il fallait faire une course contre la montre, hein, avec les cas de Covid qui s'augmentaient de jour en jour. Donc, pour que les équipes puissent prendre en main l'outil, il a fallu faire de l'importation. Et ça, au passage, on remercie l'équipe de ISP qui nous a beaucoup aidé par rapport à ça, à la personne de Jerry, donc qui nous a aidé par rapport à l'importation de données. Donc, on a pu importer avec les districts l'ensemble de leurs bases pour leur permettre de commencer. Mais malgré ça, la saisie était encore difficile parce qu'il fallait faire le suivi des contacts. Donc, Pastor l'a expliqué parce que nous aussi, on a eu 2 programmes. Le programme qui permettait d'enregistrer les cas confirmés et les cas suspects. L'autre programme qui nous permet de faire le suivi des contacts de façon journalière. Donc, c'est ce que nous avons développé. Et puis, nous avons aussi un autre programme qui nous permettait de faire la surveillance de la mortalité au niveau de nos hôpitaux. Parce qu'à un moment donné, il fallait aussi gérer les personnes décédées. Donc, est-ce que c'était réellement le Covid ou pas? Donc, le paramétrage nous rattrapait à court de chemin. À chaque fois, on ajoutait. Si je vous dis actuellement, nous avons intégré la prise en charge à domicile parce que la stratégie, les protocoles ont changé. Donc, on ne traque plus avant, on les internait dans les CTE, donc les hôpitaux. Mais maintenant, c'est la prise en charge à domicile. Et ça, l'autorité nous demande de l'intégrer dans le tracker. On vient de finir cela, donc pour la prise en charge de ces cas-là. Mais sauf que l'implémentation en tant que tel, le développement, c'était juste un mois. Mais c'est la mise en œuvre qui pose un tout petit peu de problème par rapport à l'exhaustivité des données saisies au niveau de cette tracker-là.
Merci beaucoup, Oumou. Agnew, est-ce que cela répond à la question? Oui, cela répond à ma question. Juste pour accompagner, vous avez parlé de la formation en ligne, mais combien de personnes au total est-ce que vous avez formé à partir de Zoom? Donc, nous Est-ce que vous avons pensez que formé, c'est très utile oui, d'utiliser Zoom en ce moment? oui, oui, il le fallait, hein, parce que l'autorité d'éviter les rassemblements. Donc, il fallait, on en choisit 4 personnes par district. Le médecin-chef de district, la personne en charge de la surveillance épidémiologique et 2 autres personnes que le médecin choisit. Donc, au total, 4 personnes par district et 4 personnes par région. Donc, nous, on s'est déployé, chaque formateur, chaque jour, on avait des sessions à faire. Parce qu'il faut souligner que aussi, Pasteur l'a dit, on a utilisé le module mobile aussi avec les tablettes. Donc, c'était des sessions de 3 heures de temps, donc en 2 jours. Il y avait des médecins qui avaient choisi de le faire en une journée. Les 3 heures, les premières 3 heures pour le web dans la matinée et pour le mobile dans la soirée. C'est comme ça que nous avons fait jusqu'à couvrir nos 79 districts. Voilà. Et les régions médicales aussi. Moi, j'avais une question pour le Sénégal. Et parce que si j'ai bien compris, c'est que vous formez jusqu'au niveau district et les régions. C'est vous formez les districts et les régions en même temps, les niveaux centraux forment les deux en même temps? Non, non, non. En fait, tout à fait au début, on s'est focalisé sur les districts qui avaient beaucoup de cas. Même les districts qui n'avaient pas de cas, on avait dit que ces districts-là pouvaient attendre. Donc, au fur et à mesure, on a formé les districts, juste les districts qui avaient des cas. Ensuite, Mais et qui forme les régions? les régions, c'était nous. Il fallait Ok, former les districts qui devaient renseigner les données d'abord, ensuite former les équipes cadres des régions après. ok. C'est comme ça que nous avons fait. Oui, moi, ça me permet de poser la question au docteur Boukari. Donc, vous, la saisie, elle se fait au niveau du district, au niveau de la région? Non, la région ne saisit pas, mais dans la stratégie, chez nous, dans les formations, elle se fait en cascade parce que le niveau national a la responsabilité de former. Les districts doivent maîtriser ce qui doit être fait au niveau district. Et donc, nous, on forme les 6 régions, puisque les 6 régions, c'est eux qui supervisent les districts sanitaires. Donc, nous, on capacite les régions pour que les régions soient complètement indépendantes et les régions partent maintenant former les districts sanitaires. Habituellement, nous, on fait des formations en cascade, mais on ne fait pas le travail à la place des régions, en fait. Donc, c'est une stratégie de formation en cascade. Mais maintenant, je me rends compte que chez vous, vous formez et les districts et les régions en même temps. Oui, Mais oui. nous, voilà, nous, on donne la compétence aux régions et les régions forment les districts sanitaires. Et les districts sanitaires, maintenant, s'ils doivent former les formations sanitaires, ce sont les districts qui forment les formations sanitaires, mais pas les régions. Donc, c'est actuellement en cascade que nous on fait. OK. Nous, c'était le temps parce qu'il fallait saisir les données, puisque c'est les districts qui devaient saisir les données. Donc, il fallait d'abord se focaliser sur les districts, rapidement former les districts en un temps record pour que la saisie puisse se faire. Et ensuite, après les régions, puisque ce n'est pas les régions qui doivent faire la saisie. Donc, nous, c'était cette approche. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Ouais, Moi, j'ai peut-être une question. Enfin, vas-y, Oumou, vas-y, Oumou. Voilà. Non, 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 c'était juste pour justifier notre méthodologie, hein, parce qu'il faut dire qu'on était en période de pandémie, donc on n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait rapidement former tout le monde pour pouvoir utiliser la plateforme AWS. C'est ce qui nous a poussé à prendre cette stratégie, à savoir, c'est comme vous, hein, c'est les régions qui doivent ils ont la responsabilité de capaciter les districts, et ainsi de suite pour les structures. Mais comme on était en situation de pandémie, il fallait faire vite. Donc, on a pris le truc là en main, quoi. C'était ça le justificatif. Okay, parfait. Merci, Oumou. Mathieu, tu avais une question? Après, j'aurai une question également. D'accord. Oui, une question en fait pour le Sénégal et le Burkina. Quelles sont les prochaines étapes pour chacune de ces implémentations que vous voyez, évidemment? C'est difficile de prévoir la pandémie, mais en tout cas, par rapport au système d'information. Donc, je me lance, hein, pour le Sénégal. Donc, nous,
Nous, pour vous dire qu'actuellement, le ministre l'intéresse tellement, donc il vient de déclarer que, parce que nous avons beaucoup de maquettes. Il y a des maquettes qui sortent de partout en plus du tracker là. Donc ça explique une surcharge de travail au niveau de ces districts-là. À chaque fois, nous avons des gaps à gérer parce qu'il y a tel service qui dépose une maquette par-ci, ainsi de suite. Donc le ministre vient de décréter que seul le tracker permet de gérer les données de la COVID. Donc, je viens de vous le dire, il avait demandé à ce qu'on intègre la prise en charge à domicile dans le tracker. Et là, nous prévoyons la semaine prochaine de faire une activité, un atelier de validation avec les parties prenantes pour vraiment expliquer les nouvelles modifications qu'on vient de faire et puis soit de réfléchir sur comment orienter les gestionnaires de données sur les modifications qu'on vient de faire. Et puis suivre, parce que là, le ministre est prêt d'envoyer une nouvelle note pour qu'on ait les données, l'exhaustivité en tout cas, les données à jour, donc au niveau de ce tracker-là. Donc, on prévoit de faire une rencontre la semaine prochaine dans ce sens. Merci beaucoup, merci beaucoup, Oumou. J'avais à peu près la même question que Mathieu, à savoir quelles étaient les étapes à suivre pour le Sénégal. Donc, Boukari. Ok, merci bien. Ça, c'est une question, je ne dirais pas une question piège, mais une question importante. Il faut dire qu'au niveau du Burkina, actuellement, nous sommes dans un processus de dévolution. Je ne sais pas si dans les autres pays, c'est le même processus. Ça veut dire quoi concrètement? Parce qu'au temps fort de la pandémie, on avait mis en place des commissions, notamment pour parer à l'urgence. Et dans le cadre de la mise en place de ces commissions, on s'est rendu compte que la pandémie, au fait, elle va complètement durer. Donc, c'est de renvoyer chaque direction, notamment, dans ses attributions. Parce que là, c'était des commissions. Par exemple, moi, j'étais responsable de la gestion des données et des plateformes. Alors que dans l'organigramme normal, et moi, ma direction, je gère tout ce qui est digitalisation, mais la gestion des données relève d'une autre direction, en fait, et notamment la direction en charge de la santé de la population. Donc, on a décidé d'aller dans la dévolution. Et là, on avait le chorus qui s'occupait, même ce qui est pris en charge, c'est le chorus qui s'occupait. Il y avait une autre commission. Alors qu'ici, il y a une direction générale en charge de l'offre des soins. On sommes revenus aux fondamentaux pour que tout ce qui est pris en charge revienne à la direction en charge, notamment de l'offre des soins. Tout ce qui est volet laboratoire, tout ça également, c'était centralisé avec une commission. Et là, on repart encore à la direction générale des médicaments pour qu'ils puissent gérer tout ce qui est intrant. Et donc, dans le cas de cette évolution, on a mis en place des commissions. Et la prochaine étape, moi, j'ai essentiellement en charge de veiller à la mise en cohérence de toutes les plateformes en rapport avec la COVID. Donc, je suis responsable de veiller à la sécurité que toutes les plateformes puissent fonctionner et qu'ils puissent être interopérables. Et dans ce cas, dans nos prochaines étapes, notamment, on a également mis en place une plateforme qui interagit pour permettre notamment d'imprimer tous les résultats du laboratoire. Mais la grande difficulté actuellement, c'est la complétude. La complétude. On n'a pas une autre plateforme, notamment pour la collecte des données COVID. Ça, au moins, au Burkina, ça, au moins, c'est sûr. Il n'y a pas une autre plateforme, mais il y a une autre saisie parallèle pour avoir les données d'urgence qui remontent par téléphone. Parce que, comme les districts sont très surchargés dans la saisie des données, notamment, c'est de voir dans quelle mesure il faut alléger cette saisie. Et en collaboration avec la direction en charge de la santé de la population, nous sommes en train de voir comment il faut mettre en place cette commission pour réfléchir, pour capter les données essentielles parce qu'on ne peut pas tout capter, on ne sait pas quand la COVID va finir et on ne peut pas continuer à surcharger les districts sanitaires dans la saisie régulière de toutes ces données qui ne font que monter. Dans notre prochaine étape, nous sommes dans une Boukari a l'air d'avoir un petit problème avec sa connexion. Allô, oui, vous n'avez pas entendu? Donc, je disais que nous sommes en train de... Oui. Allez-y. Ouais, nous sommes en train de veiller notamment à faire telle sorte que pour alléger la tâche des districts sanitaires et voir un peu tout ce qui est plateforme, qu'on ait une plateforme unifiée et éviter à ce qu'il y ait de multiples plateformes pour la collecte et la saisie des données. Parce que dans cette COVID, j'ai pu vous assurer que ça venait de partout. Hein. Chacun venait pour proposer sa plateforme. Ça venait de partout. Heureusement qu'on a eu l'idée
d'implémenter le tracker dès les premiers moments, sinon ça allait partir dans tous les sens. Donc en fait, pour le Sénégal, comme pour le Burkina Faso, on rentre dans une sorte d'intégration et de normalisation de l'outil par rapport aux outils actuels, un peu finalement comme la Covid est censée sans doute s'installer dans le paysage. Tout à fait. Du coup, on intègre. Tout à fait. Oui, parfaitement. Il y a ce volet politique aussi lié au Covid qui n'est pas négligeable parce que une autre personne, peut-être d'une classe présidentielle, peut toutefois décider du système à mettre en place. C'est arrivé avec un pays dont je vais taire le nom. C'est pas pour... dont je vais taire le nom, mais bon, ça arrive. Et si on a l'adhésion des replacés sur l'utilisation de DHS2, c'est aussi un avantage. Mais le point essentiel aussi, c'est de leur montrer que le DHS2 peut le faire. En tout cas, du côté HIPS, on n'a pas eu vraiment de problème vu qu'on a travaillé avec certains pays. On n'a pas eu de problème, sauf que ça arrive que le pays change de spécification. Ils peuvent toutefois demander le laboratoire pour tous les cas contacts. Mais après discussion entre eux, pays, ils peuvent dire on ne veut plus du stade laboratoire dans ce type de tracker. Mais à East West en Centrafrique, on est habitué à travailler sous pression. Du coup, sur ce volet de modification de tracker, on a quand même pu le faire pour pouvoir répondre à la demande du pays. Je crois qu'on est presque à la fin de cette section. Je vois le Maroc qui s'est signalé ici avec la permission d'Alice. Je ne sais pas si on peut demander au Maroc comment ça se passe là-bas. Oui, Abdel, je vous en prie, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, c'est Dr. Manjrad avec vous. Merci pour l'invitation à ce forum très intéressant. J'ai beaucoup appris du Sénégal, du Burkina Faso. Les expériences sont très intéressantes. Alors, Moi, je vous entends faiblement. Maintenant, c'est bien comme ça? Oui, c'est mieux, c'est mieux. Alors, l'expérience du Maroc, en fait, il y avait des plateformes. On n'a pas utilisé jusqu'à aujourd'hui la plateforme DHIS2, mais il y avait des bureaux d'études qui ont conçu c'est-à-dire des applications web qui sont actuellement utilisées aussi bien au niveau central, au niveau régional et au niveau du district. Mais en fait, c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un projet, c'est-à-dire de la mise en place d'intégrer la plateforme DHIS2 aussi au Maroc. Donc voilà, on compte télécharger ou implanter le package de la DHIS2 au niveau national. Et c'est en fait pour cela que je suis ici aujourd'hui avec vous pour voir les différentes expériences, comment ça marche, pour pouvoir mettre en place cette plateforme aussi au niveau du Maroc. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, notre session touche à sa fin déjà. C'est passé très, très, très vite. Je vous invite à continuer les discussions, bien entendu, sur notre communauté de pratique. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser toutes questions que vous aurez. Le but est de maintenir justement le forum de discussion actif, même après la session. Donc, si jamais vous avez une question qui vous vient en tête ou si vous souhaiteriez poser une question à un de nos présentateurs, n'hésitez absolument pas. Donc, je vais réintégrer le lien vers notre communauté de pratique dans la boîte de discussion. Voilà, c'est fait. Sur
Ça y est, c'est fait. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Ce fut une session vraiment très, très agréable. Comme vous avez pu le constater, elle est enregistrée et dès ce soir, les enregistrements seront disponibles sur la chaîne YouTube de DHIS2. Donc, je vous en informerai également. Lorsque les enregistrements seront disponibles, je posterai un message dans le fil de discussion. Donc, vous serez informés dès que les enregistrements, désolé, seront disponibles. Donc, merci encore une fois. Donc là maintenant, une de mes étapes préférées. Je vous invite tous à mettre en marche votre caméra afin que nous puissions dire un au revoir en vidéo de manière très chaleureuse à l'africaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Plus de caméras, s'il vous plaît. Bonjour, Jerry. Oh, je suppose que c'est Armand. Bonjour, Armand. Oui, c'est bien Armand, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Ce fut un très grand plaisir. Et n'hésitez pas à vous rendre sur Sched, qui est la plateforme que nous utilisons pour la planification des sessions relatives à la conférence annuelle. Et vous verrez, il y a aussi plein d'autres sessions demain et après-demain et vendredi également. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à une de nos sessions. Ce sera un plaisir de vous avoir parmi nous. Et comme je le disais, les discussions continuent sur le forum sur la communauté de pratique. Donc, nous attendons vos questions et vos commentaires avec un très, très grand plaisir. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Merci tout le monde. Merci Alice. Merci. Au revoir. Merci les intervenants. Merci aux intervenants, tout à fait. Merci à vous aussi. Au revoir.